Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les studios Réaction 19 pour cette entrevue. Aujourd'hui, Carlo m'a laissé prendre le micro pour vous présenter une personne courageuse qui peut être un exemple pour nous par ses valeurs citoyennes. Patrick Pazin, que nous avons reçu dernièrement dans les studios, nous disait: Moi, quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, j'ai d'abord envie de l'écouter parce que je veux entendre un point de vue qui n'était pas le mien et qui va m'enrichir ou pas. C'est comme ça qu'on évolue. Sans plus tarder, je vous propose donc d'écouter le point de vue de Myriam Palomba. Myriam, soyez le bienvenue. Bonsoir Raphaël. Myriam, pourriez-vous nous décrire un petit peu quel était le contexte, le cadre familial dans lequel vous avez vécu? Oh là, grande question. Euh, un contexte familial assez basique, j'ai envie de vous dire. Euh, une famille avec deux enfants. Donc j'ai une grande sœur qui a 50 de plus que moi, enfin 4 ans et demi précisément. Une maman qui ne travaillait pas et un papa qui était conducteur de train à la RATP. Donc voilà, pas du tout un milieu favorisé, mais pas non plus un milieu défavorisé. Voilà, j'ai eu une enfance, comment dire, tranquille. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers le journalisme et plus particulièrement vers le journalisme People? Alors, le journaliste Pilva, c'est plus une question d'opportunité, puis parce que quand j'ai commencé, j'étais très jeune, donc ça m'amusait beaucoup. En fait, depuis l'âge de 16 ans, j'ai su très vite que je voulais être journaliste parce que j'ai fait un bac littéraire, j'aimais beaucoup écrire à l'époque, et puis je suis quelqu'un d'assez curieux. Mhm. Donc, cette profession m'a beaucoup attirée dès le départ. Et puis, il s'avère que bon, bah, j'ai fait des études, voilà, et puis j'ai fait l'école de journalisme. Et au départ, j'ai commencé à travailler dans un magazine de voyage. J'ai même travaillé pour le Figaro. Et puis, il s'avère qu'on m'a proposé un poste dans un magazine People. Et à l'époque, bon, j'avais quoi, 21, 22 ans. J'avais pas envie de faire quelque chose de très sérieux. J'étais passionnée par de télé. Vraiment, je connaissais tout sur le bout des doigts. Et donc, je suis rentrée comme ça en tant que spécialiste télé dans un magazine People. Et puis, les choses se sont faites de façon très naturelle. Et vous avez vous avez fait 20 ans chez Public? Oui, 20 ans chez Public, oui, oui. Mais pas en tant que journaliste, enfin, pas en tant que rédactrice pendant 20 ans, oui. D'accord. Vous avez fini en tant que rédactrice en chef, Directrice de la rédaction. directrice. Ouais, directrice de la rédaction. Et puis, les dernières années, les 4 dernières années, j'ai été ce qu'on appelle directrice déléguée d'un pôle. Où je gérais en fait tous les magazines People du groupe. Ça représentait à peu près 60 journalistes. Mhm. Et donc, j'avais pour mission et de faire en sorte que ces magazines aient une ligne éditoriale adéquate et qu'ils continuent à vivre dans cet écosystème en décroissance, puisque la presse magazine est un secteur en décroissance. Et puis, j'avais aussi pour mission de gérer les budgets, de gérer le personnel et de développer les marques qui étaient sous ma responsabilité. Et il y avait des gros budgets à gérer? Ah oui, oui, c'était des gros, gros budgets à plusieurs millions. Je vous parle, il y a deux titres, notamment ici Paris et France Dimanche, qui étaient à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand j'y étais, qui étaient les premiers magazines People, c'était les magazines People qui se vendaient le plus. Mhm. Et effectivement, c'est des budgets conséquents parce que vous avez non seulement la vente en kiosque qui est un budget, mais vous avez tout ce qui va avec, hein, la gestion de la masse salariale, les budgets photos, les budgets juridiques, le développement aussi des marques, hein, parce que je faisais aussi de la diversification, ce qu'on appelle de la diversification. Donc oui, c'était des budgets assez importants. D'accord. Et qui vous a communiqué cette force de caractère qu'on a pu rencontrer dans l'émission, par exemple, Touche pas à mon poste avec de Cyril Hanouma? C'est vrai que je viens d'une famille qui a beaucoup de caractère. À la rigueur, enfin non, je ne vais pas dire ça, mais c'est vrai que mes parents sont des personnes qui ont beaucoup de caractère. Ma sœur a énormément de caractère. On ne s'est jamais empêché de dire les choses. Mhm. Et puis, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai un truc en moi qui fait que je ne supporte pas l'injustice. Donc, ça a tendance voilà, à m'animer de façon assez forte. Et quand les choses me semblent trop injustes, ça déclenche chez moi des sentiments de tristesse, mais aussi beaucoup de colère, qui fait que
voilà, ça me donne l'envie, oui, l'envie de me battre et de ne pas accepter ce qui pour moi est insoutenable et surtout injuste. D'accord. À ce moment-là, comment vous avez vécu la période de la crise sanitaire? Ah bah, pour moi, ça a été un détonateur parce que justement, pour la première fois, j'avais vraiment le sentiment que l'État s'immisçait dans notre quotidien, nous disait ce qu'on devait faire et pas faire. Et puis, euh, et puis surtout, ça me privait de quelque chose qui pour moi est essentiel à la condition humaine, à savoir la liberté. Alors, je dis pas une liberté complètement, c'est pas de l'anarchie hein, que je prône, mais en tout cas une liberté de mouvement et surtout de pensée que je trouvais extrêmement gênante. On nous a privés de notre liberté de penser, de réfléchir et surtout sur un sujet qui pour moi était essentiel, à savoir notre santé. Par exemple, pour moi, un sujet comme celui-là, il n'est pas normal qu'il y ait un secret défense sur une sphère de notre vie qui nous concerne, nous, ainsi que nos enfants. Je ne trouve pas ça normal qu'il y ait du secret de défense. Et comment vous vous êtes aperçu que le discours officiel ne correspondait pas à ce que vous lisiez à ce moment-là? Alors, ça a été, je dois remercier mon mari, qui a été, lui, tout de suite très, très éveillé. Il m'a fallu du temps pour moi, pour voilà, me rendre compte de certaines choses que au départ, comme la plupart du monde, euh, bah, j'étais un peu en stress, quoi. Je connaissais pas, pour moi, un virus. On voyait tous les jours 500, 600, 700. Enfin, voilà, on avait un décompte quotidien par Monsieur Salomon. Donc, j'étais pas, je suis pas quelqu'un qui a forcément énormément peur. C'est pas un Hmm. sentiment qui m'anime énormément. Mais bon, en tout cas, je faisais attention. Et mon mari commençait à m'alerter sur certaines choses qu'il voyait. Il m'envoyait des documents de VAERS, de l'adresse, enfin plein de choses, de la NSM, etc. Et puis, j'ai commencé aussi à regarder un peu comment fonctionnait la bourse à ce moment-là, comment ça se passait un peu dans le monde à ce moment-là. Puis j'ai commencé en fait sous pas le contrôle, mais en tout cas sous l'action de mon mari. C'est vrai qu'il m'a envoyé pas mal de documents. Et puis, moi, mon côté journalistique a fait que bah, les documents qu'il m'envoyait m'ont poussé à fouiller encore davantage. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis, quand on est rentré dans des mesures sanitaires qui étaient complètement débiles, qui n'avaient aucun sens, qui ne faisaient, en tout cas, qui ne faisaient pas sens pour moi, euh, bah là, là, c'était fini. Moi, je n'étais plus du tout dans le narratif. Donc, ça a été quand même assez vite, mais il m'a fallu un peu de temps quand même. Et est-ce que c'était facile de défendre justement cette position face à vos amis, la famille? Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, ça a été une époque où on s'est senti extrêmement seul. Euh, mon mari en premier s'est senti très très seul parce que même moi, j'étais pas forcément à l'écoute. Je lui disais, oh, mais t'exagères, etc. Donc pour lui, c'était assez pénible. Pendant le premier confinement, en tout cas, ça a été assez pénible. Mais non, non, on était vraiment, quand moi j'ai ouvert les yeux, que j'ai commencé voilà, à comprendre tout ce qu'il me disait, à m'en rendre compte par moi-même, on a été très seuls, très très seuls. Heureusement, moi, ma sœur était plutôt comme moi, donc et comme nous en tout cas, donc ça c'était plutôt réconfortant. Mais ma belle famille, pas du tout. Mes parents sont des vieilles personnes, donc très quand même assez stressés par tout ça, même s'ils le montraient pas forcément. Et puis à leur côté amis et professionnels, là, ça a été l'hécatombe. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on vous retrouve donc à côté de Florian Philippot Mm. sur les listes. Avant qu'on détaille un petit peu plus, il dit que vous êtes la seule liste de coalition et de rassemblement souverainiste pour le Frexit. Oui. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur deux notions. Qu'est-ce que un souverainiste ou le souverainisme? Et après, qu'est-ce que le Frexit? Alors, le souverainisme, c'est juste voilà, être maître chez soi, être maître en France pour pouvoir prendre toutes ces décisions sans dépendre d'une institution supérieure, comme c'est actuellement le cas avec l'Union européenne. Quant au Frexit, le Frexit, c'est comme le Brexit, c'est-à-dire rompre avec l'Union européenne et reprendre justement sa souveraineté, son indépendance, sa liberté d'action et pouvoir faire des politiques qui sont des politiques pour notre bien avant tout. D'accord. À ce moment-là, je vais prendre trois citations au niveau des politiques.
Il y a le discours du 16 avril de Mario Draghi, Mhm. qui est l'ancien président directeur de la Banque centrale européenne. Il disait, il est candidat justement pour les futures élections européennes, il exprime le désir que l'Union européenne s'unisse pour devenir les États-Unis d'Europe, à l'image des États-Unis d'Amérique. Donc, il propose que l'Union européenne évolue vers un État fédéral, formant ainsi une Europe unie. Alors ça, c'est marrant que vous me parliez de cette citation, parce que Florian Philippot a été le premier justement à parler de M. Draghi et à dénoncer cette phrase qui est très claire. Aujourd'hui, la France est amenée à devenir, enfin, est amenée à venir si elle ne l'est pas déjà, j'ai envie de vous dire. Pour moi, elle l'est déjà. Hein. Pour nous, elle l'est déjà. Mais en tout cas, clairement, à devenir un État, non pas un État souverain comme une nation, mais un département comme peut l'être, je ne sais pas, la Seine-et-Marne de l'Europe, en fait, où toute l'existence, on balayerait des millénaires d'histoire de notre pays et qu'aujourd'hui, en fait, nous ne serions plus maîtres chez nous et la France n'existerait pas en tant que telle, en tant que nation. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait du mal, notamment à notre pays, à tous les niveaux, hein, que ce soit pour notre Mhm. jeunesse, pour notre économie et pour plein d'autres raisons, c'est justement que nous ne soyons plus, en tout cas que nous ayons des dirigeants qui ne nous voient plus comme une nation. Voilà. Donc non, c'est très très gênant ce genre de phrase. C'est là tout notre combat, tout l'engagement de notre combat, c'est de lutter justement contre ça et dire aujourd'hui, alors lui il projette la France comme un État fédéral de l'Europe, mais nous sommes déjà un État fédéré de l'Europe. C'est ça qu'il faut bien en avoir, c'est ça dont il faut avoir conscience. C'est pour ça que aujourd'hui, nous ne militons pas pour dire que nous allons réformer l'Europe de l'intérieur. Non, nous voulons le Frexit parce que les traités tels qu'ils sont constitués, l'Europe telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ne permet pas de changer l'Europe de l'intérieur. Et nous ne voulons absolument pas être un État fédéré à Madame von der Leyen ou je ne sais qui d'autre. Voilà, il en est hors de question. En passant dans une Europe fédérale, est-ce que ça peut jouer aux Nations Unies sur notre droit de veto? Ah oui, certainement, évidemment, puisque vous avez bien vu. D'ailleurs, Monsieur Macron hein, a clairement dit qu'il pensait à céder notre arme nucléaire. 60 ans d'efforts pour constituer notre armement nucléaire et Monsieur veut la céder dans une grande armée européenne à l'OTAN. Non, mais nous, de toute façon, nous voulons sortir de l'OTAN, nous voulons sortir de l'Europe, nous voulons sortir de ces machines à guerre et nous voulons garder notre arme nucléaire pour nous défendre, nous. Il est hors de question que nous donnions cette arme, qui est une arme de dissuasion avant tout, à des fous furieux comme Madame von der Leyen et tous ces comparses de Davos pour aller faire la guerre pour je ne sais quelle raison, certainement des raisons économiques et idéologiques à laquelle nous, en tant que Français, nous n'adhérons certainement pas. Oui, il en a parlé lors de son discours justement à la Sorbonne. Il y avait donc donné l'arme nucléaire un peu à tout le monde. Après, il parlait de la prospérité. Il disait instaurer une règle européenne commune aux 27 États. Donc, ça voulait dire euh, une étiquette Made in Europe à la place de Made in France. Il Mhm. avait donné ce point de vue-là. Et son troisième axe, c'est il voudrait une Europe. Être européen signifie défendre une certaine idée de l'homme libre et rationnel. Qu'est-ce que vous pensez à libre et rationnel et une règle commune, en Alors fait? moi, ça me fait vraiment rire parce que Monsieur Macron a certainement de très beaux restes de ses cours de philosophie ou de ses cours de français avec son actuelle épouse, Madame Brigitte Macron. Mais c'est juste, voilà, il aime bien se donner un petit côté intellectuel en parlant un peu avec des mots pseudo-savants ou philosophes. Non, on n'a pas besoin de l'Europe pour être le pays des libertés, le pays de la paix et le pays rationnel. On n'a pas besoin d'être dans l'Union européenne. On fait partie de l'Europe puisque c'est notre continent. Mais de là à institutionnaliser ça d'un point de vue politique pour insuffler une espèce de pensée pseudo-philosophique, mais c'est juste ridicule. C'est se donner à nouveau des grands airs de personnes intelligentes. Ce monsieur est tout sauf intelligent. En fait, il est en train de détruire notre nation.
Parce que pourquoi? Il faut que les gens soient conscients de ça. Aujourd'hui, quand il milite pour l'Europe, il milite aussi parce qu'il se voit président de l'Europe. Il espère que, voilà, il sait qu'il n'aura peut-être pas la chance d'avoir un troisième mandat s'il a pu quand même essayer de changer la Constitution afin d'avoir un troisième mandat présidentiel en France. Donc aujourd'hui, son objectif, c'est quoi? Comme il veut toujours plus, et qu'il a un ego surdimensionné, son but, c'est de devenir président de l'Europe. Voilà. Mais nous, on s'en fout. On se l'est déjà coltiné pendant 7 ans, bientôt 10. Hein. Il n'est pas question qu'il devienne président d'Europe. En tout cas, s'il devenait président de l'Europe, j'espère que les Français seront assez vigilants le 9 juin pour que ça soit sans la France et qu'on puisse faire un référendum et voir ce que veulent les Français aujourd'hui, rester ou pas dans cette Europe, en ayant bien conscience que toutes les politiques aujourd'hui qui sont décidées en France sont des décisions qui sont faites par volonté de l'Union européenne. En parlant de si M. Macron voudrait être président de l'Europe, aujourd'hui, il y a Ursula von der Leyen qui fait aussi sa campagne. Et elle répondait l'autre jour au débat électoral, justement dans Politico, à un souverainiste. Elle lui disait: nous ne permettrons pas de détruire l'Union européenne. Nous sommes plus forts que vous et nous vous combattrons de toutes les manières possibles. Non, mais vous voyez, cette dame n'est jamais dans la discussion. Elle est tout le temps, je ne sais pas, elle se prend pour... elle doit avoir une âme guerrière, j'en sais rien. Ou alors elle a un complexe de supériorité ou d'infériorité, j'en ne sais rien. Mais je trouve que ce discours très... très agressif, finalement, je le trouve déjà... comment vous dire, pas forcément très adéquat. Elle est qui? Elle a été élue par qui? C'est qui cette dame pour nous, en fait? Ce n'est personne. Enfin, je veux dire, à partir du moment où cette dame n'a pas été élue démocratiquement, pour qui se prend-elle pour pouvoir décider pour tous les Français aujourd'hui? Je ne suis pas... nous sommes sur le continent européen, mais ce n'est pas parce que nous sommes européens de fait de notre emplacement et que nous avons effectivement des choses en commun avec les pays qui nous entourent d'un point de vue culturel ou civilisationnel que nous ne sommes pas aujourd'hui assez grands pour décider nous-mêmes de nos politiques sociales, économiques et même de notre façon de gérer nos hôpitaux, notre santé, etc. Cette dame nous a fait dépenser quand même des milliards pendant la crise sanitaire, des milliards qu'elle a négociés directement avec M. Bourla, le directeur de Pfizer, par SMS. Elle a été au-delà de ce qui est de ses compétences, puisqu'elle n'était pas du tout en droit de faire ça. Aujourd'hui, en plus, elle se croit de façon totalement fallacieuse qu'elle est au-dessus de toute loi et ne veut même pas nous montrer ses SMS. Alors, évidemment, des associations, et notamment Florian Philippot, qui est le seul parti politique à l'avoir fait, a fait une procédure et on verra comment cette procédure, pour qu'elle nous révèle ses SMS, se déroule. Mais elle fait partie des gens, en fait, qui se croient au-dessus de tout, qui n'ont été élus par personne, mais se croient au-dessus de tout et pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Si l'Europe, c'est d'avoir une espèce de folle qui décide pour tout le monde alors qu'elle n'a été élue par personne, je ne crois pas que c'est ce que les Français désirent. D'ailleurs, il y a énormément de Français qui finalement désirent le Frexit, mais on leur fait peur, comme on fait peur à chaque fois. C'est toujours par le narratif de la peur. Il y a 31% des Français qui, aujourd'hui, n'ont pas l'Union européenne en odeur de sainteté, qui n'aiment pas l'Union européenne. Il y a plus de 60% de l'électorat du Rassemblement national qui n'aiment pas l'Union européenne et qui est pour le Frexit. Seulement, leur ment. On n'arrête pas de leur dire vous allez aller, nous on va aller à l'Union européenne, au Parlement européen, et on va changer de l'intérieur. Vous ne pouvez rien changer de l'intérieur parce que pour changer les choses, pour changer un traité, pour changer une chose, il faut que les 27 soient d'accord. Vous imaginez bien que l'Allemagne ne sera jamais d'accord avec nous, que la preuve, c'est que si c'était possible, on ne serait pas en train de payer notre électricité une blinde et d'avoir des PME, des artisans qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils payent 4 fois plus cher l'électricité que nous, ce qu'on la vend, ce que notre EDF vend l'électricité. Donc, vous imaginez bien que c'est impossible d'avoir 27 personnes d'accord comme ça. On a tous des économies différentes, on a tous des parlements qui sont constitués de façon différente. Donc, c'est un leurre quand les partis, que ça soit le Rassemblement national ou quand ça soit Reconquête, qui d'ailleurs va faire alliance avec Mélanie
avec Mélanie. Quand ces gens-là vous disent qu'ils vont changer les choses de l'intérieur, ils vous mentent. D'ailleurs, la preuve, c'est que même von der Leyen leur tend la main pour faire des coalitions. Donc, si c'est pas... Enfin, je veux dire, ouvrons les yeux, quoi. À partir du moment où von der Leyen vous tend la main pour faire des coalitions, c'est qu'elle a bien compris l'histoire, quoi. Ça va être très facile de les endormir parce que la constitution même de l'Europe, les traités font que ce n'est pas possible de changer l'Europe de l'intérieur. Donc ça, il faut oublier vraiment d'avoir cette idée en tête et de croire ce qu'on nous dit. Donc à ce moment-là, si on ne peut pas changer les traités de l'intérieur, pourquoi votre candidature aux élections européennes, si vous voulez en plus que la France sorte de l'Europe? Alors nous, c'est très simple. Nous, on veut la jouer comme Nigel Farage. C'est très simple. Il s'est fait connaître grâce à son mandat européen. Il a permis de mettre en relief tout ce qui ne fonctionnait pas dans cette Union européenne. Et du coup, en mettant en avant tout ça, il a pu convaincre les Anglais de l'utilité de sortir de l'Union européenne. Nous, on veut exactement la même chose. On ne se fait pas d'illusions. Moi, si je suis élue, vous inquiétez pas, moi, mon but, ça va être vraiment de faire ressortir tout ce qui se passe à l'Union européenne, toutes les choses dont on nous parle pas ou très peu, en tout cas dans les médias mainstream, dont on ne parle pas au journal de TF1, de France Télévisions. Les gens ne savent pas tout ça, ne savent pas que la réforme des retraites, si nous avons un allongement de l'âge de la retraite, c'est à cause de l'Europe. Les gens ne savent pas que les politiques d'austérité que nous avons actuellement en France, c'est à cause de l'Europe, parce qu'on demande à chaque État d'avoir un endettement qui correspond à 3% de son PIB. Les gens ne savent pas tout ça. Donc à un moment donné, il faut vraiment être à l'intérieur pour pouvoir révéler à nos concitoyens tout le mal que l'Europe fait. Et nous, c'est notre but, en fait. Voilà. D'accord. Par rapport justement que l'Europe utilise beaucoup de capitaux, en fait, et fait une sortie de capitaux, est-ce que vous pourrez... vous voulez sortir de l'euro? Oui. Pourquoi? C'est très simple. Un pays ne peut pas être souverain, ne peut pas maîtriser son économie s'il ne maîtrise pas son argent, sa monnaie. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de la Banque centrale, nous sommes dépendants de la planche à billets décidée par l'Union européenne, et ce n'est plus possible. Et moi, ce que j'aimerais surtout dire aux concitoyens, aux Français, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Enfin, je veux dire, regardez ce qui se passe en Angleterre. Ils ont gardé leur monnaie, contrairement à tous les pronostics. L'Angleterre, économiquement, j'entends, se débrouille beaucoup mieux que nous. Enfin, depuis qu'on est en Europe, il se passe quoi? Depuis que la France est un pays fédéré de l'Union européenne. Notre PIB, qui était il y a quelques années, avant d'entrer en Europe, dans l'Union européenne, était à la 13e place mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à la 26e place. Nous avons une dette comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Nous avons un taux de chômage énorme. Nous avons des agriculteurs qui n'arrivent même plus à vivre de leur salaire. On a des atteintes à nos libertés qui sont conséquentes. On a également tout notre système social, parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'Europe est complètement antinomique avec notre système social à la française, celui qui faisait de nous un pays, entre guillemets, humain. L'Europe, elle ne veut pas des hôpitaux publics. L'Europe, elle ne veut pas de la sécurité sociale. L'Europe, elle ne veut pas que vous soyez indemnisé pendant 24 mois au niveau du chômage. Donc, il faut que les gens se rendent compte de tout ça. Donc, à un moment donné... faut faire le choix. Et nous, on n'est pas là pour faire quelque chose en force. Nous, la première chose qu'on fera si on est déjà élu au Parlement européen, c'est évidemment d'expliquer et de montrer tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne, parce qu'il y a très peu de choses qui sortent. Et puis, deuxièmement, si nous arrivons au pouvoir, la première chose que nous ferons, c'est un référendum. Les Français ont le droit de dire si oui ou non ils veulent rester dans cette Europe. Mais je crois que quand on leur ouvrira les yeux et qu'on leur montrera ce qui se passe réellement dans cette Europe, où nous avons énormément de députés qui sont payés, excusez-moi de ce terme, mais quand même une blinde pour pas faire grand-chose, avec un taux d'absentéisme
énormes, ou quand nous avons des députés français, européens, comme Madame Aubry, qui, lors de votes cruciaux, a le doigt qui rappe sur le bouton parce que, elle n'a pas osé, je parle notamment du pass sanitaire. Enfin, vous voyez, faut arrêter avec ça. Donc, nous, on n'est pas là pour se prendre un billet en Europe. Nous, on est là pour montrer aux Français ce qui se passe en Europe, dans cette Union européenne. Autrefois, vous reprochez à Florian Philippot d'être antisémite. Ah non, pas antisémite. Vous alliez un peu fort. Pas antisémite. Non, j'ai jamais reproché à Florian Philippot d'être antisémite, mais c'est vrai que moi, comme la plupart des gens, j'avais une image de lui très numéro 2 du Rassemblement national. Et comme j'ai été biberonnée depuis ma tendre enfance, j'ai envie de dire matrixée depuis ma plus tendre enfance à les méchants Rassemblement national. Moi, je vous dis, j'ai même défilé, je crois que c'était en 95, quand Monsieur Le Pen est arrivé au deuxième tour face à Jacques Chirac. Pourtant, je n'aimais pas Jacques Chirac, mais j'ai voté Jacques Chirac parce qu'à l'époque, oh mon Dieu, j'ai fait Front républicain. Bon, voilà, j'avais cette image, j'avais cette image de quelqu'un, peut-être de raciste, antisémite, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce qu'on se dit quand on pensait, en tout cas il y a quelques années, je crois que c'est plus totalement vrai, mais quand on pensait au Rassemblement national. Et puis, quand mon mari m'a dit qu'il allait manifester, c'était au tout début des manifestations pendant la crise sanitaire, d'ailleurs, je lui ai dit, mais ça va pas, t'as pété un plomb, t'as pété une durite. Et puis, il s'avère que, comme moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé et que, contrairement à certains de mes confrères, j'aime bien connaître les gens, et ce que vous disiez au tout début, discuter avec eux et débattre, parce que ça enrichit. J'ai pu rencontrer Monsieur Philippot. Et nous avons discuté pendant toute une après-midi où je lui ai vraiment posé toutes les questions qui fâchent, mais vraiment. Et je me suis rendu compte, en fait, que l'image que j'avais de lui était totalement fausse. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement humain, d'extrêmement ouvert, qui a la force de ses convictions, qui ne déroge jamais à ses convictions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y est allé parce que c'était le seul parti qui proposait le Frexit le jour où Marine Le Pen a décidé de s'asseoir sur le Frexit, Florian est parti. Enfin, voilà. Et puis, bon, sans parler de toutes les choses, mais on a un peu aussi tendance à oublier tout le travail de nettoyage, j'ai envie de dire, que Florian a fait dans ce parti. Voilà. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de pas du tout raciste, qui avait ce qu'on appelle même des valeurs un peu de gauche, ce qu'on peut appeler en tout cas des valeurs humaines qu'on met à gauche, mais c'est complètement ridicule de les mettre à gauche. À partir du moment où vous avez des valeurs humaines, vous avez des valeurs humaines, vous voyez. Mais voilà, c'est quelqu'un, et puis aussi quelqu'un, j'avoue, alors ça fait un peu fan, et j'aime pas trop ça, mais bon, c'est vrai que je le trouve brillant. Et là, encore plus depuis la campagne, parce que je ne l'avais jamais vraiment vu en meeting, etc. Il connaît hyper bien les dossiers. Moi, des fois, je me sens toute petite. Et il est brillant, voilà. Alors, je dis pas, il a aussi des défauts, mais en tout cas, je trouve que d'un point de vue humain et politique, il défend des valeurs que je trouve vraiment chouettes et sympa. Et c'est un peu aussi l'image de notre liste. On a des gens comme Monsieur Marc Doyer, vous voyez, sur notre liste, qui est quelqu'un avec tout ce qui lui est arrivé de profondément humain. Même Monsieur Jean-Frédéric Poisson, moi, que je connaissais pas et avec qui je suis quand même politiquement plutôt opposée à la base. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on peut se mettre d'accord, qui a des valeurs humaines que je trouve très appréciables. Enfin, je suis tombée dans une équipe où le débat ne nous fait pas peur, où on est capable de discuter ensemble et d'avancer ensemble. Et je crois que c'est un peu ce genre de projet aussi qu'on veut pour notre pays. Et donc à ce moment-là, dans la seule liste de rassemblement en fait de coalition souverainiste pour le Frexit, il y a qui? Donc il y a Via la Voix du Peuple. C'est ça. Jean-Frédéric Poisson et son parti Oui. via la Voix du Peuple. Et nous avons aussi Génération Frexit qui s'est allié à nous. Et puis des gens de la société civile comme moi ou comme Marc Doyer, porte-parole de Verity France. D'accord, donc des gens connus et non connus alors. Voilà, oui, c'est ça. Il y a des gens connus, pas connus. Voilà, le but, c'est d'avoir à cœur l'amour de son pays et voilà, de défendre des valeurs comme celle de la liberté, de la paix et évidemment du Frexit. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres listes en fait de souverainistes? Alors, nous, que ça soit très très clair, parce que je vois où vous voulez venir, mais
que ça soit très clair, nous, on a voulu l'union des souverainistes. Ça faisait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, que nous cherchions à avoir une union des souverainistes, puisque sur le fond, nous pensons, et sur beaucoup de choses en tout cas, nous pensons la même chose. Malheureusement, ce n'est pas possible et ce n'est pas de notre fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails pour ne pas être insultante envers certains. Et je ne suis pas là pour contrairement à d'autres, moi, je trouve que notre ennemi, ce n'est pas les autres listes souverainistes, c'est M. Macron. Donc, moi, je ne suis pas là pour taper sur le dos de quiconque. J'espère que les souverainistes iront au pouvoir parce que notre but, c'est vraiment le bien de notre pays. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des autres listes de souverainistes ? D'un point de vue idéologique, pas forcément grand-chose. Après, peut-être le seul... Déjà, nous sommes les seuls à avoir fait une union, voilà, ne pas aller en cavalier seul à cette élection. Et puis, je crois que nous sommes justement capables de nous asseoir sur certaines choses pour le bien de notre pays, voilà. Donc, je crois que c'est ça un peu la différence avec les autres listes souverainistes, même si je leur souhaite beaucoup de bonnes choses, parce que mon but, notre but, contrairement à d'autres, est vraiment de s'unir pour le bien, parce que l'ennemi, on ne sait pas les souverainistes entre eux, l'ennemi. L'ennemi, c'est Emmanuel Macron, c'est von der Leyen, c'est toute cette oligarchie de Davos. Est-ce que tous les souverainistes sont anti-atlantiques ? Oui, j'imagine, oui, a priori, l'ingérence américaine dans les affaires françaises et européennes n'est plus à démontrer. Donc oui, effectivement. Souverainiste, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste reprendre en main son destin, c'est choisir et ne plus subir. Je veux dire, c'est comme toutes les politiques. Monsieur De Gaulle en était l'un des plus grands représentants. Voilà, donc voilà, c'est de pouvoir décider de notre destin, qu'il soit social, économique, idéologique. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la terre entière et qu'on ne travaillera plus avec l'Allemagne, l'Espagne, etc. Mais voilà, on choisit la politique qu'on veut et on ne laisse pas les clés à une folle furieuse comme Madame von der Leyen, qui n'a été élue par personne et qui veut décider à notre place et est capable de dépenser des milliards et d'endetter tous les pays qui font partie de l'Union européenne pour une guerre parce qu'elle ne veut pas privilégier la voie de la diplomatie. Parce que clairement, avec pour le conflit ukrainien-russe, la voie de la diplomatie n'a pas été choisie. Jamais on est rentré en discussion. Ces gens ne savent que s'habiller en jaune et bleu et de crier « Allez, on va en guerre, on dépense des milliards et des milliards. » Non, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que la France, elle reprenne son pouvoir de diplomatie. Enfin, la France était quand même, à une certaine époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais un vrai porte-parole. Elle était capable de peser dans les décisions, on était capable d'orienter les choses. On avait un pouvoir dans le monde. Aujourd'hui, plus personne nous écoute en Afrique, plus personne nous écoute en Russie. Enfin, on a bien vu comment il a été ridiculisé. Emmanuel Macron, c'est juste... par Monsieur Poutine, et pourtant je ne suis pas poutinolâtre, contrairement à ce que disent certains, mais je crois qu'à un moment donné, la France doit reprendre sa position de diplomate et de paix. Non, on a des gens qui ne pensent qu'à faire la guerre, certainement pour cacher la misère, parce qu'ils ont tellement endetté nos pays par des gestions politiques calamiteuses qu'aujourd'hui, la guerre, c'est ce qui va leur permettre de justifier tout et n'importe quoi. Donc, vous pensez contrer les euromondialistes sur quel point précis exactement ? C'est-à-dire les contrer sur quel point Au précis ? Parlement, vous allez contester sur quel point ? Nous, si on est au Parlement, on n'est pas là pour faire de la figuration. Donc, effectivement, on va contester tout ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt de la France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la France. Mais évidemment, on n'est pas non plus complètement débile, on n'est pas neuneux. On n'aura pas de majorité. De toute façon, même si on avait une majorité, ce qui est impossible tel que c'est constitué là, aujourd'hui, si vous n'avez pas ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas l'accord des 27, vous ne pouvez rien faire. Nous, notre but, c'est de révéler ce qui se passe dans ce fichu Parlement qui ressemble à une prison. On y était encore
la semaine dernière avec les Patriotes et Florian Philippot. Ce truc-là, il n'y a rien à garder de ça. Donc nous, notre but, c'est de montrer tout ce qui s'y passe. Tout ce qui s'y passe et de vraiment, je vais essayer d'avoir un terme correct, mais en tout cas d'y mettre un peu le bazar, oui. Enfin, pas qu'un peu même. Oui, parce que vous pensez contester sur l'OTAN, Ah bah sur oui. Schengen. Bien sûr, sur Schengen, on nous parle de l'immigration. Alors, Monsieur Bardella nous dit oui, nous, l'immigration, patati, non, non. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Bardella, en restant dans l'espace Schengen? Il va rien faire du tout. Il va être obligé, comme Madame Mélanie, de se coucher à ce que lui dit l'Union européenne. Il n'y a rien à faire. À partir du moment où vous restez dans le Frexit, dans l'Union européenne, vous ne pouvez rien faire. Donc, il va quoi? Il y a quelqu'un de sa liste qui fait partie de Frontex, vous savez, cet organisme qui gère l'immigration et qui d'ailleurs, voilà, très handicapant aujourd'hui. Si vous refusez d'accueillir un migrant, c'est 20 000 euros. Oui, 20 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Bardella? Il va tirer la langue à Mme von der Leyen et il va dire: ah, moi, je ne payerai pas tes 20 000 euros. Non, mais il se moque de qui? Il se moque, enfin vraiment, ces gens-là sont vraiment juste hallucinants. Et moi, ce que j'aimerais dire, parce que souvent les gens ont peur, mais l'Europe nous coûte plus cher que ce qu'elle nous rapporte, pas comprise. Parce que souvent on entend dire, oui, si on n'y avait pas l'Europe, les agriculteurs n'auraient pas toutes ces aides, et tatati, et ceci et cela. Vous savez combien ça coûte l'Europe à la France chaque année? non. 15 milliards. C'est-à-dire que chaque année, nous déboursons 15 milliards de plus que ce que l'Europe nous donne. Vous imaginez tout ce qu'on aurait pu faire pour les agriculteurs, pour les services publics, pour les hôpitaux, pour plein de choses en fait. Donc, enfin voilà, voilà, j'espère que je vous ai convaincu en tout cas du Frexit, mais voilà, c'est juste, il est temps que voilà que nous arrêtions de subir les politiques européennes décidées par je ne sais qui, hein, parce que nous avons des gens remplis d'ego qui se prennent pour les maîtres du monde et que nous reprenons notre destin en main. Ça ne veut pas dire que vous êtes ennemis avec la terre entière, mais on décide quand vous êtes chez vous. Vous aimez bien décider par vos propres règles à la maison. Vous voyez? Eh bien, nous, c'est pareil. On veut qu'on décide pour nous, pour ce qui est bien pour nous. Oui, et par rapport à l'élargissement de l'Europe, aujourd'hui on est à 27. Le but c'est qu'on arrive à 36. Non, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut faire rentrer l'Ukraine. Alors là, les accords de Minsk, on s'en fout complet. Faut quand même savoir qu'à chaque fois qu'on fait rentrer un pays dans l'Union européenne, ça coûte de l'argent. C'est pas comme ça. Et souvent, ce sont des pays en plus qui économiquement sont en dessous de nous, donc vont moins bien que nous. Donc ça nous coûte à chaque fois de l'argent. Et aujourd'hui, on a quoi comme conséquence à toute cette ouverture en fait? Eh ben, on a aujourd'hui que la France, elle se situe d'un point de vue économique, elle est sur le podium du troisième, derrière la Grèce et l'Italie en termes de dette. Enfin, c'est juste une catastrophe, en fait. Donc non, avant de vouloir accueillir tout le monde et jouer les grands donateurs, je crois qu'il est important de reconsidérer, de donner déjà à la France que nos impôts profitent aux Français. Je suis désolée, quand vous êtes à l'hôpital aujourd'hui et que vous avez des gens qui attendent pendant des heures aux urgences et qui meurent aux urgences parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'on a fermé des lits, parce que quand l'été, on voit que les services d'urgence sont fermés, etc. On va faire quoi? On va aller donner de l'argent à des pays étrangers alors qu'on n'est même pas capable de faire les choses correctement chez nous. C'est pas que je veux pas donner aux étrangers, etc. Me faites pas dire ce que je ne veux pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un, quand vous venez chez moi, si j'ai de l'argent, je vous en donne. Mais quand j'en ai pas, bah d'abord, j'apprends à survivre pour moi. Voilà, c'est pas inhumain, mais à un moment donné, on n'est pas là pour donner des leçons et jouer les grands donateurs et les grands magnanimes quand on a en France un service public autant dégradé. Oui, et peut-être avant de donner aux autres, on pourrait peut-être donner à l'outre-mer. Oui, moi j'estime que l'outre-mer, voilà, c'est nous. Donc oui, évidemment, l'outre-mer, évidemment, on a bien vu ce qui s'est passé, notamment, on revient toujours à cette crise sanitaire, mais c'était juste une catastrophe. Et d'ailleurs, franchement, ils m'ont rendu fière, l'outre-mer, et d'ailleurs, ils m'ont même donné du baume au cœur, parce que quand je les voyais se battre à l'époque, je me disais, waouh, heureusement qu'ils sont là. C'est la fierté de la France.
Est-ce que vous avez prévu de faire meeting en Bah, Outre-mer? alors, je sais qu'il y a des conférences qui sont faites par visio, Florian, avec tous les référents d'outre-mer. C'est un peu compliqué. On est un petit parti, on n'a pas des moyens. Voilà, on n'est pas comme les autres. Hein, c'est pas à volonté, mais on fait de notre mieux. Non, on n'ira pas en outre-mer, mais on est en contact énormément avec tous nos référents, parce qu'on a beaucoup de référents là-bas. Par rapport aux moyens, vous pouvez rappeler le coût d'une campagne? Ah, c'est très cher. Alors, je vais pas vous, je sais pas, je vais pas vous dire. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais il me semble que c'est entre 5. Enfin, quand vraiment ric-rac, hein, pas le Hmm. truc, pas le truc de ceux qui sont persuadés de faire plus de 3% et dont les remboursements vont être faits, mais c'est très très cher. C'est très très cher. C'est 500, 800 000 euros. Enfin voilà, c'est très très cher. Oui, Très parce que très cher. j'entends plutôt parler de 1 million, c'est pour ça. Oui, ça, oui, oui, mais ça peut être un peu moins, mais oui, oui. C'est très très cher. Bah déjà, c'est par exemple quand vous voulez faire de l'affichage partout, dans toute la France, c'est 132 000 euros par exemple. Vous voyez, rien que pour afficher. Bah, si vous n'avez pas les moyens, vous demandez à vos militants de le faire. Vous voyez, c'est aussi tout ça qui me fait penser qu'il y a beaucoup de choses quand même à changer en France, je crois, avant de vouloir aller faire des trucs chez les autres. Parce que pour moi, qui découvre d'ailleurs ça de l'intérieur hein, depuis quelques semaines, enfin, je trouve que c'est pas notre système électoral n'est pas forcément très démocratique en fait, à tous les niveaux, hein, que ça soit d'un point de vue financier, mais aussi alors, ne parlons même pas du temps de parole. Ça, mais alors je crois que ce sera le truc le plus incroyable. Moi qui ai toujours cru que voilà, on est en France, le pays de la démocratie. Waouh, on était tellement fiers de dire que la France était la démocratie. Euh, alors je sais, hein, je vais me faire lyncher, mais non, je suis désolée. C'est quand vous avez par exemple, des temps de parole qui sont décidés sur des sondages aussi fiables que les gens qui les financent. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Donc, et puis moi, je crois que voilà, ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, on voit, hein, il y a un espèce de truc qui est en train de se passer. On a l'impression qu'on va revivre le deuxième tour des présidentielles entre Monsieur Macron et Madame Le Pen. Déjà, ils sont pas candidats. Pourquoi il y a un débat entre eux? On ne sait pas, peut-être qu'ils veulent se rattraper, peut-être que Mme Le Pen veut se rattraper de la nullité dont elle a fait preuve en 2022, je ne sais pas, mais enfin, pourquoi il n'y a pas de débat notamment entre justement des gens frexiteurs et puis des gens qui veulent rester dans l'Union européenne? Ça, ce serait intéressant, j'imagine, pour les citoyens. Là, aujourd'hui, on a des débats qu'avec des gens qui sont d'accord et qui vont faire des effets de manche, des effets théâtrales pour montrer qu'ils sont en désaccord, mais qui au final sont totalement d'accord. On le voit bien ce qui se passe à l'Assemblée. Aucune mention de censure votée. Il passe tout comme il veut. Même les lois les plus abjectes, comme la loi sur les dérives sectaires et la réforme des retraites, tout passe crème. Et après, ils vont nous faire un cinéma lors d'un débat télévisuel en nous disant que ce sont que ce sont de grands ennemis. Voilà, mais c'est faux tout ça. C'est le système. Pour donner l'information justement à nos auditeurs, quels seraient les médias que vous pourrez leur conseiller justement pour avoir de la bonne information? Moi, en fait, je suis pas là pour conseiller. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, moi, j'estime que les gens sont plus intelligents que ce que les médias, entre guillemets, mainstream pensent. Moi, voilà, enfin, il suffit de lire, mais vous pouvez lire aussi bien du mainstream comme du pas mainstream. Il faut juste s'enrichir. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils veulent les censurer, sont une source d'information incroyable. Alors évidemment, il faut faire le tri, mais je crois que faut arrêter de prendre les Français pour des abrutis, avec toutes ces histoires de complotisme, etc. Les gens sont quand même capables de décerner, de voir quand c'est fake ou c'est pas fake. Donc non, enfin voilà, lire, se renseigner, et puis regarder les projets de loi qui se votent à l'Assemblée, au Sénat, à l'Union européenne. Voilà. Toujours aller à la source. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant la crise sanitaire. Je suis allée à la source. Et pour aller à la source, vous préférez, est-ce que c'est toujours, vous avez fait Cagne et Hippocagne. Mm, Donc, vous êtes engagé là depuis peu dans la politique, mm. mais est-ce que vous n'aviez pas ça dès le départ?
Moi, j'ai toujours. Non, mais moi, je suis une grosse curieuse, je suis une fouineuse. Donc, et puis voilà, en fait, moi, j'aime pas me faire avoir. C'est peut-être parce que je suis très, très méfiante et j'aime pas qu'on me prenne pour une andouille. Donc, ça m'a toujours obligée à aller chercher, entre guillemets, la vérité. Voilà, j'aime pas qu'on m'arnaque. Voilà, j'aime pas. Donc, est-ce que j'avais ça en moi depuis toujours? Oui, certainement. Après, oui, j'ai fait des études. Voilà, c'est mon cursus scolaire. Je sais pas quoi vous dire là-dessus, mais oui, bah, c'était intéressant, c'était sympathique. Mais voilà, enfin, je fais pas non plus partie de ces gens qui, qui brandissent à chaque fois leur cursus scolaire comme un étendard et pour dire qu'ils ont la science affuse. Je crois que le bon sens aussi aujourd'hui est une arme puissante. Et je crois que, et c'est d'ailleurs ce qui a révélé cette crise, hein, c'est que j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui avaient du bon sens, au-delà de gens qui faisaient des études. Les gens qui ont le mieux réagi, qui sont souvent le plus éveillés, sont pas forcément les personnes qui ont fait le plus d'études, bien au contraire. Donc ça vous apporte énormément alors la campagne aujourd'hui. Ah oui, ça m'apporte. Bah, déjà, ça m'enrichit d'une expérience humaine, parce que je rencontre beaucoup de gens. Je travaille à nouveau avec une équipe, donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler en équipe. Donc ça, c'est chouette. Et puis aussi, ça me permet alors de découvrir le système. Des fois, ça met un petit coup au moral. Et puis en même temps, voilà, Florian est quelqu'un de très motivant, donc on se remet en selle. Mais bon, c'est vrai que je découvre des choses qui me font pas plaisir parce que je vois que tous les coups sont permis, même des gens qui sont censés être dans le même camp. Et je trouve ça très dommage. Moi, vous voyez, je suis pas là pour faire carrière, hein. Je me lance pas dans une. Enfin, pourquoi je me suis lancée avec Florian? Bon, déjà parce qu'il a eu la gentillesse de me le proposer, qu'on se connaît et qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous le disais au tout début, ses valeurs et son programme me correspondent totalement. Mais aussi parce que ça fait des années qu'on est dans la contestation. Ça fait des années qu'on n'arrête pas de critiquer Emmanuel Macron, qu'on n'arrête pas de critiquer son gouvernement, qu'on écrit sans arrêt comme de façon frénétique parfois sur Twitter parce qu'on est tellement agacé, on a tellement envie de dénoncer que voilà. Sauf qu'à un moment, enfin, c'est beau de critiquer, mais c'est aussi bien de construire. Et moi, j'avais envie de construire. Voilà. J'en avais marre d'être que dans le négatif. Euh, Souvent, j'entends les gens se plaindre. Des fois, je vois même des gens me critiquer parce que je me suis engagée politiquement. Mhm. Euh, Enfin, que ces gens se rassurent. Je suis pas là pour faire carrière. Si on m'avait dit il y a 5 ans que je m'engagerais en politique, j'aurais rigolé. Je me fais aucune illusion, sauf qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'agir et surtout de construire quelque chose. Voilà, c'est important. Euh, j'ai voilà, j'ai pas envie que d'être voilà, écrivain sur Twitter, quoi. La valeur de l'exemple, c'est important pour vous alors? Ah bah totalement. Ah oui, la valeur de l'exemple, c'est moi justement l'une des ce qui fait que je n'ai plus aucune comment dire, je n'ai plus aucun respect pour Monsieur Emmanuel Macron, c'est que pour moi cette personne est tout sauf un exemple. Et tout sauf un exemple. Et bon, je vais pas revenir sur la crise sanitaire, etc. Mais moi, je ne peux pas suivre quelqu'un que j'admire pas. Voilà. Et donc, la force de l'exemple, de l'engagement, des valeurs qui sont des valeurs chouettes, d'humanité, de bienveillance, de bien pour tous. Pour moi, c'est très important. Donc, je crois qu'on n'est pas né, on n'est pas né sur Terre pour être tout le temps dans la critique et la colère. Donc oui, c'est important. Et c'est important pour vos enfants ou pas? De... Cette valeur de l'exemple, en fait, vous faites ça pour vos enfants ou pour les citoyens Alors, avant tout? avant tout, oui, pour mes enfants. Quand j'ai ouvert ma bouche la première fois dans TPMP, vous savez, j'ai rien prémédité, hein. C'est juste que c'est sorti là, ça pouvait pas rester à l'intérieur. Mais je l'ai fait parce que parce que je trouvais ça dégueulasse pour nos enfants et que je voyais bien tout le projet sociétal qui se présentait à eux par la suite. Donc oui, je le fais pour mes enfants en premier parce que je me suis beaucoup battue pour les avoir. Ça a été un long combat pour avoir mes enfants et je les ai pas mis au monde pour qu'ils vivent dans une société dégueulasse. Voilà, donc oui, c'est pour eux. Mais j'espère en même temps qu'en agissant pour eux, j'agis aussi peut-être à ma petite échelle pour d'autres. Voilà. D'accord.
Alors, nous approchons, je crois. Ah, d'accord, nous avons encore le temps alors. Sur nos frotons, nous avons liberté, égalité, fraternité. Mm. Ça serait quoi les 3 mots pour les patriotes? Ah bah déjà, liberté, égalité, fraternité, ça c'est C'est sûr. toujours les mêmes, Ah oui. bah ça c'est Mhm. évident, hein. Voilà. Et puis bah nous, dans notre liste, l'Europe, ça suffit, c'est paix, non, Frexit, paix et liberté avec un S. Voilà. D'accord, Frexit. Pas souveraineté si vous voulez, mais bon, on a mis Frexit. Mais Frexit, paix et liberté. D'accord. Pourriez-vous rappeler comment se passent les élections européennes, justement, à nos Alors auditeurs? c'est très très important de rappeler parce que c'est un vote, il n'y a pas de vote utile hein, pour les élections européennes. Il n'y a qu'un tour. C'est le 9 juin. Voilà. Donc le 9 juin, il faut aller voter. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai peur qu'il y ait énormément d'abstention pour ces élections, comme c'est souvent le cas, Mhm. hein, comme ça a souvent été le cas par le passé. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas une petite élection. C'est l'élection qui permet de décider de notre politique intérieure. Et moi-même, hein, je vais être très honnête avec vous, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience avec la crise sanitaire. Voilà, qu'on n'était plus maître chez nous de décider ce qu'on achetait ou ce qu'on n'achetait pas pour diverses choses. Mais voilà, l'élection européenne est très importante en ce sens. Donc il y a un tour, c'est le 9 juin. Voilà, voter, ça doit être un vote de conviction. C'est pas, il faut qu'il y ait un maximum de députés différents, voilà, dans cette élection. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas en train de reproduire les présidentielles. Hein. Là, le but, c'est qu'on ait un maximum de députés pour montrer ce qui se passe à l'Union européenne. Voilà. Nous, on n'est pas là pour aller prendre un chèque de 7 000 ou je ne sais combien, je ne sais même pas combien est payé un député européen, et repartir et faire campagne en France pour 2027, l'élection présidentielle. Nous, on est là pour vous montrer la réalité de l'Union européenne. Hmm. Donc là, on va élire 81 Député, eurodéputés. oui, Donc 81 sur 720 de l'Union une goutte européenne. dans l'océan. Effectivement. Oui. Mais vous êtes... bah, quel est C'est pour ça le... qu'on se fait pas. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que quand tout le monde là, que ce soit Madame Marion Maréchal, Monsieur Bardella, etc., qui sont en train de vous dire, nous on est là pour changer l'Europe, mais c'est ridicule. Vous Oui, voyez, vous le puisque... rendez vous-même compte, 81 sur plus de 700. Voilà, c'est 11%. Voilà. Donc, Voilà. Donc, même s'ils ont un parti avec les 81 députés, voilà. Donc, et puis, rappelons quand même, je n'arrête pas de le marteler, mais l'Union européenne est faite de telle sorte que si vous n'avez pas 27 pays d'accord, vous n'avez rien qui change. Voilà. à ce moment-là, peut-être que vous pouvez rappeler quel est le rôle en fait, d'un député européen. Parce que, comme vous le dites, C'est de faire des propositions, voilà, de faire des... entre un député européen et la Commission européenne, qui fait les traités? Ah bah c'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui fait les traités. Nous, au Parlement, on est juste là, on propose. Voyez bien ce qui s'est passé sur cette histoire de crise sanitaire. Je reviens là, Madame Joron, hein, qui a fait un boulot exceptionnel hein, pendant la crise Mhm. sanitaire, même si elle ne fait pas partie du même groupe politique que moi, je reconnais qu'elle a fait un boulot incroyable. D'ailleurs, on lui a dit un peu de la mettre en sourdine parce que bon... c'est pas forcément là-dessus que le Rassemblement national a envie d'être élu, mais vous voyez, on ne pouvait rien faire en fait. Donc c'est pour ça il faut vraiment qu'on sache ce qui se passe, que les Français soient au courant de ce qui se passe dans cette Union européenne, pour pouvoir leur dire, voilà, vous voulez toujours rester là-dedans? C'est ça le plus important. La vraie question, c'est veut-on ou pas rester, veut-on ou pas qu'on décide à notre place? Très bien, merci. Eh bien, Myriam, pour finir cette interview, vous avez 3 minutes. Vous avez carte blanche pour délivrer le message que vous souhaitez à nos auditeurs. Mais Et vous avez face ah oui, caméra. c'est un exercice particulier. Ah oui. Oui. Non, si vous avez autre chose à dire, en Non, fait, mais vous moi, n'avez pas voilà, dit ici. vraiment, j'en vois des vertes et des pas mûres, pour être très honnête avec vous, depuis que je suis sur la liste électorale des Patriotes et de VIA. Mais ce que je crois que ce qui est important, et c'est pour ça que moi, j'ai pas peur de prendre des coups, d'être critiquée, d'avoir tous les trolls derrière moi
à longueur de tweet. C'est que je crois qu'à un moment donné, on se bat pour des convictions. On n'a pas fait tout ça, on ne s'est pas battus tous de ces dernières années pour voilà, aujourd'hui se laisser faire par des gens qui ne pensent qu'à la guerre et à soumettre les peuples. Moi, ce qui a été important pour moi, c'est aussi cette liberté d'expression que j'ai vue notamment dans mon métier dépérir d'année en année, hein, au point où maintenant nous n'avons plus des journalistes, nous avons des propagandistes. Donc voilà, je crois que c'est important que nous retrouvions notre souveraineté. Je crois que si, comme moi, vous avez à cœur voilà, l'avenir de vos enfants, que vous avez envie que vos enfants grandissent dans un monde, ça fait peut-être un peu waouh, elle est au pays des bisounours, mais tant pis, c'est pas grave, c'est la maman qui parle. Mais si vous avez envie que vos enfants profitent de tous les avantages que vous avez pu, la retraite, etc., qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour grandir et devenir des citoyens. Voilà, il faut penser Frexit et voter pour nous et nous faire confiance vraiment parce que voilà, moi je suis pas une femme politique. J'ai pas été élevée là-dedans. J'ai pas les grandes phrases. J'ai pas les éléments de langage. Voilà, on me prépare pas mes fiches en disant ah tu vas faire cette vanne. Moi j'adorais me retrouver devant Emmanuel Macron parce que moi, enfin je préparais rien, en tout cas pas des punchlines, parce que moi, ça me sort tout de suite. Et je peux vous dire que si je l'avais en face de moi, il mangerait cher. Voilà. Donc voilà, enfin vraiment, tous ceux qui ont à cœur et l'avenir de leurs enfants et qui aiment leur pays, devront bien réfléchir quand ils mettront leur bulletin le 9 juin prochain dans l'urne. Eh bien, merci Myriam d'avoir accepté Merci. cette invitation. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on n'est plus dans un débat gauche-droite, mais plutôt européiste, anti-européiste. L'abstention ne résoudra aucun problème, bien au contraire. Il est important de rappeler qu'un député européen n'a qu'un pouvoir résiduel. Ce n'est pas lui qui décide de la sortie de l'Europe, mais c'est le président et les 27 autres États. Donc notre studio est ouvert à tous les partis qui veulent s'exprimer. À un moment, croyons tout de même aux gens qui ont du courage pour leurs actions, qui portent des idées, des valeurs et qui défendent la liberté d'expression. Il faut leur faire confiance. Voilà. Merci Myriam. Merci à vous. Merci TMPX aux manettes. Merci Juliette pour les corrections. Merci Françoise pour le chapitrage. Merci à Carlo de m'avoir laissé la place ce soir. Il vous a laissé la place parce que c'est mon avocat, c'est ça? Il ne pouvait pas m'interviewer parce que c'est mon avocat. Il faut le préciser. Sinon, les gens vont croire qu'ils me détestent. Non, c'est juste parce que c'est mon avocat et qu'effectivement, il y avait un problème un peu déontologique. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Au nom de Réaction 19, je vous remercie. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de réaction19.fr. Donc, vous trouverez également notre livre « Des mots pour soigner les mots » écrit par nos adhérents pour les 3 ans de Réaction 19. Également, le livre « Pour un lendemain sans liberté volée ». Et je terminerai par cette citation attribuée à Voltaire. « Ceux qui peuvent vous faire croire aux pires absurdités pourront vous faire commettre les pires atrocités. » Je suis bien d'accord. Merci. Le 9 juin, votez pour qui vous voulez, mais surtout, votez. Surtout votez pour nous. Et à très bientôt pour une prochaine entrevue.